Jambo, Mbulani, salutations à la grande famille du Coafro, le monde africain contemporain, notre nation-communauté, la communauté des Africains descendants dans le monde. Écoutez, je fais cette vidéo live ce soir tout simplement parce que je crois qu'il y a une urgence. C'est vrai que j'ai fait déjà quelques podcasts, j'ai écrit quelques articles que j'ai postés qui sont sur academia.edu et qui sont aussi sur linkedin.com pour parler justement de la crise panafricaine parce qu'il existe une crise épistémique panafricaine. C'est surtout une crise d'abord qui est une crise idéologique et devant ce que nous voyons aujourd'hui, disons que moi, quand je faisais déjà ma formation en pédagogie d'enseignement universitaire, dont je suis qualifié, on avait déjà comme ça un module comme sur le CMC, c'est-à-dire les Computer Mediated Communication, justement, qui parlait de nouvelles communications à travers le cyberespace, que nous allions comme ça nous retrouver confrontés à des envers de la technologie qui vont être exploités par certaines personnes qui se croiront très futées, très malignes, pour pouvoir comme ça prendre un certain avantage ou alors abuser des masses populaires. On est quoi, le 6 décembre et ça commence à se montrer, ça commence à se voir. Et ça nécessite justement que des cris d'alarme soient, disons, faits pour justement arrêter cette nouvelle tendance qui n'est pas une tendance qui est du panafricanisme. Il faut se le dire. C'est des déviances au sein de l'idéologie panafricaine. C'est pas ça le panafricanisme. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une forme de comportement impérialo-colonialiste dans la maison, c'est-à-dire entre Africains et Africains. Ce sont nos frères qui ont épousé les concepts, les paradigmes occidentaux dans lesquels ils ont baigné, que ce soit par les religions, que ce soit par les mouvements ésotériques, que ce soit par les mouvements spirituels, que ce soit par les formations académiques qu'ils ont connues. Ils sont baignés, ils sont engoncés, ils sont fourrés dans les, disons, disons les connaissances, les enseignements des autres. Ça, il n'y a pas de doute. Et ça transparaît tellement si facilement que ils ne se rendent pas compte. Et c'est ça où ça fait mal. Et c'est là où ça fait un peu peur. Et c'est pourquoi nous devons activer notre science, notre nouvelle science panafricaine qui s'appelle la coafrologie pour démanteler, pour diagnostiquer et trouver des solutions le plus rapidement possible. Nous nous retrouvons donc devant disons une tendance qui au départ n'a pas trouvé qui s'exprimait pour qui avait les habilités, les connaissances pour stopper cette tendance. Et cette tendance a pris du large comme ça pendant des quelques années sur une série de directs, une série de live qui ont été faits ici sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur TikTok. On a vu se développer comme ça une nouvelle tendance d'un panafricanisme qui n'était pas vraiment le panafricanisme. Parce que moi, de mémoire d'étudiant, je découvre le panafricanisme quand je fais la classe de seconde. Je vais encore au lycée, au Cameroun, et je découvre comme ça, à travers la littérature négro-africaine, le panafricanisme. Et depuis, je n'ai pas quitté ce mouvement. J'ai arrêté de lire pendant un certain moment sur le panafricanisme, ou alors pas sur la littérature négro-africaine, tout simplement parce que
je me suis retrouvé devant la difficulté de digérer certains ouvrages, surtout les ouvrages littéraires que je rencontrais, qui parlaient justement de l'esclavage, qui parlaient de colonisation. C'était trop fort. J'étais encore très jeune et j'avais du mal à comprendre que notre peuple, mon peuple africain, avait subi et continuait à subir ce que on était en train de subir. Donc, pour ma propre santé, j'ai dû arrêter de lire d'abord, de lire beaucoup sur que ce soit la littérature négro-africaine, que ce soit sur le panafricanisme, parce que tout ça me perturbait, tout ça m'affectait pour l'adolescent, pour le jeune que j'étais. En ces temps-là, ça me troublait et ça perturbait vraiment mon état d'esprit. Donc, j'ai dû arrêter pendant un moment. Donc, je me reconnecte avec le panafricanisme plus tard, quand je reprends mes études, parce que c'était une promesse que je m'étais faite, que je ferais des études pour mieux comprendre, pas en passant par des études africaines que je trouvais déjà assez corrompues, assez tordues, pas très aiguillonnées pour me permettre d'avoir des outils qui pouvaient me permettre de progresser dans ce que je voulais. Alors, c'est quand j'entre en Grande-Bretagne que je reprends mes études et que je commence parallèlement à des formations, une formation en éducation et développement des communautés, que je commence aussi disons, retourner progressivement dans le panafricanisme avec le soutien justement de mon mentor, mon tuteur, qui n'est personne d'autre que le panafricanisme, le très célèbre panafricaniste, Kimani Nyeuchi, qui est professeur en ce temps-là à l'université l'UEL, University of East London, justement, qui me remet comme ça sur le chemin du panafricanisme avec toute la documentation, tous les ouvrages dont j'avais besoin pour progresser pendant que je faisais cette formation dans laquelle, justement, j'ai pu me remettre dans le bain, replonger dans le travail et voir ce qu'il fallait faire. C'est vous dire que le panafricanisme, c'est un outil de travail. C'est pas seulement une idéologie. Pour moi qui suis scientifique, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail sur lequel je ne peux pas permettre qu'on crache ou alors qu'on manipule ou alors qu'on se serve comme ça pour des gains personnels, pour dénaturer complètement cette idéologie qui certainement doit être utile aux Africains, mais pas de cette façon, de la façon mercantiliste dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui en train d'être dirigée. On doit réagir très vite pour notre propre, disons, hygiène intellectuelle. Nous devons réagir très rapidement pour stopper cette tendance-là. Parce que le capitalisme que nos ancêtres, que nos aînés, nos pères ont créé, n'avait pas cette vocation-là. Du tout, pas du tout. Voilà pourquoi il faut qu'on se lève tous et qu'on commence à arrêter cette tendance panafricaniste ou alors panafricaine aujourd'hui qui organise des conférences. On a des conférences tous les ans. On a une multitude, une pléiade de conférences. On a une multitude de conférences, de séminaires panafricanistes. Mais vous ne voyez jamais des résultats concrets qui émergent, qui apparaissent pour dire, voilà, on avance, on fait des progrès, on évolue. Non, jamais. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de compte rendu concret. Il y a des ouvrages qui sortent, il y a des personnalités qui se font remarquer et qui écrivent des livres et toujours dans la même perspective de nous faire tourner en bruit, de nous faire tourner en rond. Les dernières fois que nous avons pu avoir des travaux qui sont des travaux importants, significatifs. Dans le panafricanisme, on peut les repérer. Pour moi qui fais de la recherche, je peux vous dire où se limite vraiment le travail séminal qui a été fait tout récemment au sein de notre communauté intellectuelle sur le panafricanisme, c'est-à-dire le travail sur la
penser comment est-ce que nous, les Africains, à travers le panafricanisme, c'est ça, c'est comment est-ce que nous sortons du marasme, de la situation dans laquelle nous trouvons. La première, c'est le fait que nous soyons complètement déconnectés les uns des autres. Comment est-ce que nous revenons dans une certaine union? Le panafricanisme, c'est d'abord ça, c'est l'union des Africains, le rapprochement des Africains entre les Africains et aussi la reconnexion des Africains avec leurs frères qui sont partis, qui sont dans la diaspora, ce que nous appelons nous au sein du travail coafrologique, les Taos, les territoires africains d'outre-océan qui ne sont autres que Haïti, la Jamaïque, tous ces pays-là, partout où vivent aujourd'hui des Africains et Africains descendants. Donc c'est ça. Et après, à côté de ça, on nous a laissé quand même des recommandations. On nous a laissé des missions. On nous a laissé des assignments, comme les Anglais disent. Des recommandations de pouvoir continuer le travail en portant le travail dans une dimension scientifique. Parce que les choses commencent à devenir beaucoup plus complexes, extrêmement complexe par ailleurs. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, on parle de complexité, super complexité. Alors quand on parle de super complexité, ça veut dire que les choses sont montées à un autre niveau de complexité, qu'il faut justement des sciences pour pouvoir comprendre le monde dans lequel nous vivons. Sans cela, les gens se retrouvent dans des situations, imaginez encore que nous les Africains, on nous a foutus dans une sorte d'épistémicide qui fait que on n'arrive même plus à comprendre les concepts, on n'arrive même plus à analyser notre propre réalité, on n'arrive même plus à comprendre ce qui se passe autour de nous. Et les gens se lèvent des matins, ils sortent des choses superficielles, on discute des choses superficielles, on fait des débats superficiels dans des télévisions, et c'est des racontages, c'est des histoires qui à perdre la tête. Comme ça, rien de substantiel, rien de sérieux, rien de profond. Et c'est aussi comme ça, dans ce jeu, qu'on se retrouve aujourd'hui dans le panafricanisme. C'est-à-dire, il y a des congrès il y a des congrès qui se tiennent, il y a des séminaires qui se tiennent, il y a des colloques qui se tiennent, il y a des conférences qui se tiennent, mais rien de concret. Scientifiquement parlant, rien qui vous montre qu'on est en train de vouloir avancer, qu'on est en train de vouloir sortir du marasme. On caresse des vieux concepts, on caresse des vieilles histoires, c'est tout le temps parler d'histoire, parler de panafricanisme, définir le panafricanisme tous les jours, du matin au soir, sans rien de concret. Le panafricanisme doit bouger, le panafricanisme doit avancer là où nos élites, nos aînés nous ont demandé de faire avancer le panafricanisme. Et si quand on parle de panafricanisme scientifique, ce n'est pas ce que certains aussi croient, ce n'est pas ce que certains croient. Le panafricanisme, c'est la capacité de pouvoir générer de nouveaux paradigmes au sein du panafricanisme pour résoudre les problèmes actuels, les problèmes contemporains, les problèmes du moment des Africains. Voilà comment moi je travaille sur les recommandations de nos ancêtres, de nos aînés, pour créer la coafrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la dignité, la renaissance. Et bien bientôt, parce que nous avançons dans le travail que nous sommes en train de faire, nous commençons à titiller les grandes réflexions sur le nouvel ordre africain mondial. Vous êtes combien? On est combien qui avons pensé qu'il fallait mettre l'Afrique à ce niveau-là? Parce que c'est à ce niveau-là que nous, l'Afrique, nous les Africains, nous le coafro, le monde africain contemporain, c'est à ce niveau que nous nous trouvons. Pour que nous puissions discuter, pour que nous puissions inspirer nos leaders, nos chefs d'État, nos diplomates, à pouvoir parler avec une certaine aisance devant les autorités du monde, pour que l'Afrique ne soit plus vue comme un dépotoir d'or ou d'individus, d'êtres humains qu'on viendra ramasser pour se servir de leur énergie et puis voilà, c'est tout. Non. On veut que les choses changent. L'Afrique a besoin de dignité, l'Afrique a besoin de respect, et ce respect-là, on ne va pas
se l'offrir, on va pas avoir de respect. Si certains, aujourd'hui, prennent le panafricanisme, se servent du panafricanisme pour arpenter les réseaux sociaux, pour faire la ronde, pour occuper le cyberespace comme des grands gourous, comme des grands influenceurs qui passent leur temps à faire ce que nous appelons de l'auto-sabotage. Quand vous vous levez en tant que grande personnalité, bardée de grands titres honorifiques comme professeur, juriste, je ne sais pas quoi, de philosophie, d'anthropologie, géostratège, et j'en passe et d'autres, et que vous vous mettiez, et que vous ayez pour leitmotiv, comme angle d'attaque, l'insulte, la diffamation, le rabaissement des autres Africains, des autres pays africains, des autres populations africaines, vous ne rendez pas service à votre camp, vous ne rendez pas service à l'Afrique, vous ne rendez aucun service à personne. Vous êtes dans une activité de branding, c'est-à-dire vous vous vendez comme ça, vous vendez à qui? Alors vous vous vendez, il faut se demander, vous vendez. D'abord, vous vous vendez aux impérialistes. Vous vous vendez ensuite aux impérialistes africains qui sont nos chefs d'État, nos gouvernants, nos diplomates. Voilà où se situe votre clientèle. Parce que passer ces trois sphères-là, personne ne va acheter vos histoires. En fait, vous appelez pour vous permettre, vous dire, voilà, on vous invite pour faire ceci ou pour faire cela. Parce que déjà, le fait que votre combat soit un combat qui se limite à votre médiatisation personnelle, en utilisant des histoires, des métanarrations des chefs d'État, des métanarrations des pays africains en décrépitude, sans toutefois mettre en exergue le fait, c'est vrai, vous pouvez le faire de temps en temps, parce que scientifiquement parlant, ça n'échappe à aucune analyse que la colonisation, par exemple, c'est le travail de l'impérialisme occidental, c'est tout ce qui est les gouvernants occidentaux qui viennent piller, récupérer des ressources africaines, et pour cela, il faut qu'ils mettent bien sur pied des systèmes qui leur permettent, qui leur facilitent ce travail-là. Ça, vous pouvez l'expliquer à tout le monde. Mais quand vous passez le temps à bombarder sur les chefs d'État africains, sur les activistes les autres activistes africains ou alors les politiciens africains, conscients très bien que le nœud du problème, le véritable problème de l'Afrique est la présence sur le continent africain, après le congrès de Berlin, de 54 États qui sont comme ça des comptoirs qui appartiennent aux forces occidentales et qui sont pas seulement contrôlés par une structure gouvernementale qui a été imposée par ces forces-là, à travers la colonisation et puis l'impérialisme, et puis les formations qui ont été offertes à nos fonctionnaires, à nos aînés à l'époque qui étaient cooptés pour travailler dans l'administration coloniale, mais aussi, il faut pas l'oublier, que nos institutions sont habitées par des golems et nos États sont gouvernés par des égrégores qui sont des forces qui ont été laissées là par la puissance que représente, l'impérialisme et puis le colonialisme qui ont créé nos États. Quand vous sortez de ce créneau-là pour condamner totalement chaque jour les chefs d'État africains, pour peu qu'ils fassent une petite erreur, alors que les erreurs de nos chefs d'État sont des erreurs qui sont la continuité, la présence même structurelle de l'idéologie ou alors des politiques occidentales dans notre système politique, alors il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je veux bien qu'on s'en prenne à nos chefs d'État pour tous les maux qui minent nos États, mais il faut pas oublier une chose.
ils ont hérité. Je suis pas en train de parler vraiment pour soutenir ce que les chefs d'État africains font, hein. Non, c'est pas ça. Moi, je veux rester dans une logique, dans une logique dans laquelle nous réussissons à analyser les choses comme elles sont pour avoir des solutions justes pour ce que nous sommes en train de préparer, que nous appelons la renaissance africaine. Moi, je ne crois pas qu'on puisse refaire une renaissance africaine dans la diffamation des chefs d'État, une diffamation exacerbée des chefs d'État, une diffamation des activistes sur le terrain. Non. Nous, au sein de la coiffrologie, nous sommes pour une approche complètement différente. C'est une approche pédagogique. La pédagogie veut que, parfois, quand on est un intellectuel africain avisé, bien éduqué, bien cultivé, formé dans des grandes universités occidentales, moi je peux vous dire, hein, les universités occidentales vous forment et ils vous donnent le meilleur de ce que, quand vous avez la chance que vous vous retrouvez dans ces universités-là, vous puissiez avoir. Même comme ces universités arrivent aujourd'hui au terme d'une certaine connaissance qui nécessite aujourd'hui que l'Afrique reprenne le relais pour apporter des connaissances dont le monde a besoin pour continuer, pour que notre humanité se redresse et trouve d'autres nouveaux débouchés, d'autres nouveaux horizons. Et moi, j'appelle ça une stratégie souterraine ou alors sous-marine. C'est aussi simple que ça. Vous, quand vous connaissez que vous avez des connaissances, allez rencontrer les chefs d'État africains. Allez rencontrer les diplomates africains, allez rencontrer les leaders d'opposition africains, proposez-leur vos connaissances. Au lieu de prendre des espaces sur le cyberespace, à travers Internet, comme ça sur YouTube, Facebook, TikTok, et puis insulter tout un continent en insultant les leaders de ce continent. Nous sommes tous conscients. Nous sommes tous conscients de l'histoire de notre continent. Notre continent est un continent qui a été colonisé par d'autres forces. Et ces forces-là ont encore un impact sur tous nos États. Et comme ça, commencer à diaboliser des présidents de la République, des leaders d'État qui sont harcelés au quotidien par les forces occidentales, par d'abord leur mission diplomatique, qui harcèlent nos chefs d'État. Tous les jours, nos chefs d'État sont harcelés émotionnellement, psychologiquement, moralement. Passé ce harcèlement que subissent nos chefs d'État, nous avons le harcèlement des organisations internationales, le FMI, j'en passe, et d'autres qui nous harcèlent avec des dettes qu'on nous impose, qu'on nous oblige de prendre. Cette peur qui est représentée à travers les médias et qui est répétée tous les jours pour inciter, pour foutre la panique et la peur au sein des millions, des milliards d'Africains, ça a un désavantage que ça affecte mentalement les Africains. Pourquoi est-ce que vous croyez que vous allez être innovatif, vous allez être créatif, vous allez être inventif si vous êtes psychologiquement paralysé, si vous êtes psychologiquement affecté par la peur? Comment est-ce que vous allez faire ça? Comment est-ce que vous allez trouver, où est-ce que vous allez trouver ces moyens-là? Vous allez trouver ces ressources-là où? Donc, voilà d'autres aspects. Nous avons des médias qui investissent, les médias occidentaux qui investissent des milliards pour bombarder cette peur au sein des Africains. Parce que, demandez-vous, pourquoi est-ce que les Occidentaux doivent nous dicter à travers leurs médias tout le temps ce que nous devons faire, nous dire ce que nous sommes, décrire qui nous sommes tous les jours et utiliser même nos frères africains qui travaillent dans ces officines, dans ces médias, qui viennent, qui vous racontent des histoires, qui font des reportages sur le terrain, qui maîtrisent bien l'Afrique, qui connaissent bien, qui mettent tout leur talent pour décrire, pour analyser, pour sortir les problèmes africains, parce qu'ils sont africains, pour les confier à des grandes rédactions, pour en retour acculer l'Afrique contre les reportages, les connaissances que les journalistes africains offrent à ces médias. Comment est-ce que vous appelez ça? Comment est-ce que l'Afrique
peut s'en sortir quand vous voyez, moi je suis pédagogue de formation, quand vous voyez, les journalistes sont des pédagogues. Les journalistes sont des pédagogues. Quand vous voyez sur un écran de télévision, un Africain qui est devant vous, sur cette chaîne de télévision, ces outils de modernité, ces outils de puissance, en train de vous dire, avec confiance et aisance, avec l'accent occidental, ce que nous sommes, nous les Africains, qui est pour la plupart des fois, nous avons des références, des journalistes africains qui sont passés des experts dans leur métier, des grands qui ont pris la réputation de grands journalistes africains, dans l'exercice de diffamer l'Afrique. C'est comme ça qu'il faut appeler ça, de trahir l'Afrique. C'est comme ça qu'il faut dire ça. Hein? Quand vous avez ça pendant des décennies et des décennies, qu'on vous bombarde, vous allez vous en sortir comment? Vous allez faire comment? Donc, comme ça, on se retrouve maintenant avec le cyberespace, et du coup, le cyberespace, comme il n'est pas contrôlé, comme il n'est pas réglementé, en Afrique, nulle part, c'est encore un terrain libre, tout de suite, se sont glissés nos impérialo-colonialistes africains et qui font ce que chacun peut imaginer qu'ils vont faire, c'est-à-dire imposer leur idéologie hybride qui ne sont pas du panafricanisme. Ce sont des idéologies hybrides comme ça qui viennent pour imposer des nouveaux fonctionnements, une nouvelle idéologie, une nouvelle façon de voir le panafricanisme à travers le prisme d'une sorte de clientélisme, de mercantilisme qu'il faut qu'on arrête immédiatement tout de suite. Parce que moi, j'ai toujours pas compris, je n'ai pas toujours accepté le fait que les Africains soient ceux qui se clashent le plus sur les réseaux sociaux. Les Africains sont ceux qui se clashent le plus. Nous sommes la communauté où il y a plus de clash, où il y a plus de guéguerres, il y a plus de conflits d'ego, chacun vient raconter ses histoires, chacun vient insulter qui il veut. Moi, j'ai pas très bien compris ça. J'ai pas très bien compris ça. Pour un intellectuel d'une certaine trame, quand vous vous levez pour vous attaquer à quelqu'un, vous attendez quand même que cette personne-là vous réponde, que cette personne ait la possibilité de vous répondre, pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'il y ait une sorte d'équilibre au niveau de la conversation. Mais quand vous utilisez des méthodes où vous êtes conscient qu'un chef d'État a des prérogatives qui ne lui permettent pas de venir contredire ce que vous êtes, et vous lancez dans des diatribes, des insultes, des diffamations, des accusations tous les jours sur cet individu, mais moi j'ai toujours dit, au bout d'un certain temps, ça va vous retomber dessus, ça va retomber sur votre crédibilité intellectuelle elle-même, parce que vous n'autorisez pas, vous ne permettez pas à l'autre, vous êtes conscient que l'autre ne peut pas s'adresser à vous, ne peut pas venir à votre niveau pour vous répondre. Donc, du coup, vous avez comme ça un terreau qui vous permet de vous faire remarquer, de vous faire distinguer. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça se retourne très vite sur les personnes qui utilisent ces techniques-là. Et ça, il fallait se le dire. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une crise qui interpelle plus d'une personne. Moi, j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme. J'ai écrit plusieurs essais sur justement cette sorte de harcèlement qui existe entre Africains sur les réseaux sociaux. Cet auto-sabotage qui existe entre Africains, parce que je trouve inadmissible. Nos chefs d'État, c'est vrai, ils ont des défaillances qui sont impardonnables, mais venir sur le cyberespace, bombarder, raconter tous les jours, parler tous les jours de nos chefs d'État, ça détruit aussi, parce que ce sont nos présidents, ce sont nos leaders. Peu importe, quoi qu'il en soit, ce sont nos leaders. Alors, venir comme ça, sur le cyberespace, diffamer ces chefs d'État, diaboliser ces chefs d'État, insulter ces chefs d'État, on fait le travail des impérialistes, on fait le travail des Occidentaux,
on est même pire que les dictateurs, les chefs d'État africains. Parce qu'on se dit, si vous, on vous met au pouvoir, vous ne serez pas différent de ces chefs d'État. Encore que, il y a parmi ces chefs d'État, ceux qui sont, disons, ils sont pris par leur entourage, les gens avec qui ils travaillent, les ministres avec qui ils mettent au pouvoir, j'en passe et d'autres. Mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème dans la conception et la pratique du panafricanisme. Voilà pourquoi, au sein de la coiffologie, à travers l'Institut des études du monde africain contemporain, l'IEMAC-ICAOS, j'ai proposé qu'on injecte une doctrine dans le panafricanisme. Mon ouvrage, il est fait, il est fini, il est prêt, il n'attend que d'être publié, d'être édité et publié. Voilà. Donc, qu'on injecte une bonne dose d'auto-empathie. Autant on a l'auto-sabotage qui est en train de prendre du large, qui est en train de prendre du terrain dans les sphères panafricanistes ou alors panafricaines, surtout à travers la toile, à travers le cyberspace. On a cette sorte d'arrogance, de mépris, de dédain vis-à-vis des autres Africains ou vis-à-vis des autres pays africains, qu'on traite comme on veut. C'est pas différent. La façon dont ses frères africains parlent de certains pays africains, c'est pas différent de comment est-ce que Donald Trump il parle de nos pays. Donc Donald Trump, c'est qui? C'est un impérialiste. C'est pareil. Donc vous avez ces postures que nos frères ont prises. C'est des gens qui sont fascinés par la géostratégie. La géostratégie, c'est quoi? C'est pour nous, la géostratégie, c'est une science diabolique. C'est la science que les Occidentaux ont utilisée pour venir piller l'Afrique, justifier les pillages, justifier la colonisation, justifier tout ce qu'ils font en Afrique. Et nous, les Africains, nous sommes entrés dedans, nous sommes partis étudier la géostratégie, géopolitique, et j'en passe et d'autres. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que les Africains, pour beaucoup, sont partis. Moi, j'ai jamais voulu étudier ça, j'ai jamais aimé ça, parce que je savais que plus tard, dans le temps, quand je créais la coiffologie, je vais critiquer ces sciences-là. Et je le fais très bien. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que nous avons des docteurs, nous avons des agrégés en géostratégie, géopolitique, mais ils n'ont jamais apporté des contreparties, des contre-vérités sur la géostratégie. Et Dieu seul sait que la géostratégie, c'est une science vampirique. La géostratégie, la géopolitique, ce sont des sciences vampiriques. Et ça, aucun Africain ne s'est jamais levé pour critiquer vraiment ouvertement la géostratégie et dénoncer comment est-ce que cette science-là participe, contribue, justifie le pillage de l'Afrique. Grâce à la coiffologie, nous on le fait. Nous avons créé une science qui s'appelle la géostratécologie, qui critique justement la géostratégie. La géostratégie africaine, c'est une science qui vous paralyse, qui vous endort, qui vous fait justement subir ce que certaines personnes subissent. Quand on commence à leur parler de géopolitique, ils deviennent accros, ils suivent les gourous qui parlent de comment est-ce que l'Afrique va être bombardée, comment est-ce que l'Afrique a été bombardée, comment est-ce que c'est toujours l'histoire morbide. L'histoire morbide du continent africain, comment est-ce qu'on nous a bassinés lors du congrès de Berlin, ça revient et ça revient. La géostratégie de nos frères africains qui occupent les réseaux sociaux, c'est de montrer comment nous les Africains nous sommes bêtes, de montrer comment nos aînés ont été idiots, c'est de montrer comment nous ne sommes capables de rien. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, nous-mêmes, nous ne faisons que répéter ce que les autres disent de nous. Où sont les nouveaux concepts? Où sont les nouveaux paradigmes? Où sont les nouvelles clés pour sortir l'Afrique de ce marasme-là? Et c'est la question qu'on se pose. Pourtant, nos aînés, nos parents, panafricanistes, Kwame Nkrumah, j'en passe et d'autres, nous ont laissé des recommandations sur lesquelles nous devions travailler, le panafricanisme scientifique. Mais où sont les résolutions? Vous n'allez pas vous lever un matin, vous dites oui, on fait la chasse aux terroristes, on fait ceci, on fait cela. Non, mais attendez, le terrorisme c'est quelque chose qui est là, qui va toujours être là jusqu'à ce que, de toute façon, les forces régaliennes de chaque État ont la responsabilité de s'occuper d'eux.
Mais qu'est-ce que nous faisons pour les sociétés, pour nos peuples qui ont besoin justement de connaissances, qui ont besoin d'acteurs pédagogues qui vont leur raconter l'histoire africaine, l'autre version de l'histoire africaine. Pas seulement celle qui raconte comment est-ce qu'on a été au truc de Berlin, on nous a roulé dans la farine, on nous a fait ci, on nous a fait ça. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on commence à travailler pour trouver des solutions à travers lesquelles nous nous mettons d'égal à égal avec les autres, nous nous mettons avec notre propre science qui est capable de faire ce que nous faisons là aujourd'hui, de dire non, nous ne pouvons pas tolérer que des Africains viennent sur le cyberespace et installe une culture du bashing, une culture de l'autosabotage, une culture de l'insulte permanente des chefs d'État, une culture permanente comment je veux dire, du dénigrement des Africains. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Oui, on doit s'attaquer aux autres. C'est eux nos ennemis. Les autres, c'est eux nos ennemis. On doit s'attaquer à nous dans la maison de façon discrétionnelle. Allez voir les chefs d'État africains. Moi, je comprends pas. Ça n'a pas de sens que vous avez passé des lives où vous avez insulté copieusement des chefs d'État et que après, vous vous retrouvez et que nous qui avons suivi tout ça, on apprenne que vous êtes invité, vous êtes reçu comme un héros, un roi, dans les officines de ces États africains, où vous avez passé le temps à diffamer les chefs d'État, à insulter toutes les populations africaines. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème de principe. Il y a un problème de moralité même. Quelle moralité nous sommes en train d'envoyer aux autres Africains? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire croire aux Africains? Que c'est des formules que nous devons utiliser pour pouvoir gagner notre vie. C'est des formules que nous devons utiliser pour pouvoir mener le combat que nous sommes en train de mener. Non, c'est du faux panafricanisme. Aussi simple que ça. Moi, j'ai vu ça de loin. Il m'a suffi 2-3 fois de visionner des individus, des personnes. J'ai compris tout de suite. Et je me suis dit, bon, donnons-leur quand même une certaine chance parce que il y a des moments où ils abordent des thématiques qui sont des thématiques importantes dans lesquelles on a besoin d'écouter ce qu'ils disent pour booster notre orgueil, notre amour propre, notre panafricanisme. Mais quand ils commencent à plonger de plus en plus de façon effrénée vers le mercantilisme, vers le clientélisme, il faut dire non. Ça, ce n'est plus du panafricanisme. Le panafricanisme, on peut gagner sa vie avec le panafricanisme, mais sans faire de la prostitution intellectuelle. Ça, c'est une forme de prostitution intellectuelle que nous voyons, qui se produit d'ailleurs devant nos yeux et d'une façon tellement cupide que ceux qu'ils font ne voient rien. Ils ne voient pas le drame, ils ne voient pas le mal, jusqu'à ce que des voix commencent à se lever pour qu'ils se disent, mais tiens, pourquoi? Non, c'est parce que vous allez trop loin, vous descendez trop bas. Et nous, le panafricanisme, c'est une science. C'est une idéologie qui devient une science. Grâce à la coafrologie, le panafricanisme est en train de devenir une science. Et on ne tolérera pas cette dérive au sein du mouvement panafricaniste que nous exigeons. Avec ce qui se passe aujourd'hui au Togo, à Lomé, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Le panafricanisme va se redresser et l'Afrique va se retenir debout. Nous n'allons pas tolérer des brebis galeuses. Nous n'allons pas tolérer, nous n'allons pas négliger. Si certaines personnes croient que le panafricanisme est une mémoire creuse, vide, qui ne se rappelle pas, qui ne peut pas retrouver les traces des enfants africains qui l'ont vendu, qui ont été des traîtres, ils se trompent. Des sciences sont en train de se mettre en place. Des nouvelles sciences qui vont retracer, qui peuvent retracer. Vos marques sont là sur YouTube. Ce que vous racontez, ce que vous dites peut être analysé et on peut se rendre compte
qui est faux panafricaniste et qui est vrai panafricaniste. Et c'est ça le grand danger. Moi, je l'ai dit dès le début, qu'il faut faire très attention parce que la toile, c'est un espace dangereux, mais avec beaucoup de tentations parce que tout le monde voit la capacité de se faire des vues. Vous avez des millions de gens. Plus vous braillez, plus vous insultez les gens, plus vous clashez les gens, plus les gens viennent vous écouter. Plus vous clashez les gens. Moi, si je commence à faire ça, je vous garantis que je serai à 10 000 vues, des millions de vues. Mais c'est pas ça le panafricanisme. C'est pas ça le panafricanisme. Je suis pédagogue de formation. Je ne veux pas gagner des vues. Si je réussis à toucher 2, 3 Africains qui comprennent mon message, je sais que j'ai fait beaucoup. Et c'est ça le plus important. Et je sais que mes ancêtres me mettent toujours sur le chemin d'une ou 2 ou 3 personnes qui vont amplifier mon message vers des panafricanistes qui sont prêts pour comprendre. Mais quand vous êtes un panafricaniste qui incite la violence, vous n'avez qu'à tirer vers vous des panafricanistes incultes, des gens qui ne comprennent absolument rien, des moutons qui vous suivent. Et ce sont eux qui font vos millions de vues et avec lesquels vous n'allez nulle part. Vous n'avancerez nulle part. Vous n'allez nulle part. Parce que derrière, il y a toujours une arrière-garde. Là, le panafricanisme, vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Vous avez beau insulter les Togolais, dire tout ce que vous voulez sur les Togolais, l'arrière-garde togolaise s'est érigée, c'est tout de suite mise en place pour vous faire comprendre que nous sommes là. Et nous sommes là pour vous faire comprendre que nous avons des intellectuels. Et j'ai suivi des intellectuels togolais, mais avec une certaine brillance coiffrologique. Une brillance coiffrologique qui me rassure, qui me fait dire que la Renaissance africaine, il y a des personnes. Quand nous irons sur le terrain, il y a des personnes sur le terrain prêtes pour le travail, le grand travail que nous sommes en train de commencer à travers la coiffrologie, par la Renaissance africaine et par après le nouvel ordre africain mondial. Donc, sincèrement parlant, moi, il me semble important de laisser cette conférence se tenir et que les personnes qui ont été invitées et qui posent problème soient laissées de venir participer à cette conférence. Gardons nos habitudes africaines. Le linge sale se lave en famille. Laissons venir les enfants du continent qui se laissent égarer en utilisant des méthodes, en utilisant des techniques de nos ennemis pour croire qu'ils sont en train de flouer les Africains, qu'ils sont en train d'abuser les Africains, qu'ils sont en train de se servir des Africains. Mais laissons-les se faire prendre eux-mêmes dans leur propre piège avant de tomber dans le piège que leur tend l'impérialisme local. Parce que tout compte fait, moi, je suis persuadé que c'est un piège. C'est un piège qui a été tendu à certains pour justement casser leur, leur aura, leur capacité de comme ça véhiculer toutes les médisances, toutes les diffamations, toutes les méchancetés qu'ils font et que, justement, ils se retrouvent un moment aussi devant le tribunal du peuple. C'est le tribunal le plus dangereux. C'est le plus dangereux. Quand on vous expose au tribunal du peuple, la manière dont le peuple vous largue, la manière dont le peuple vous lâche, le peuple reste avec vous. Ils ne partent pas. Vos millions d'abonnés restent avec vous. Mais ils restent avec vous pour vous voir chuter, pour vous voir tomber, pour s'assurer que vous êtes vraiment tombé et que vous êtes bien tombé. Ils vont venir dans vos lives tous les jours, vous écouter, mais ils ne vous écouteront plus avec la même oreille, parce qu'ils ont compris. Et c'est ça le drame du panafricanisme. Le panafricanisme est une science hyper puissante. C'est la science, c'est la pensée la plus puissante qui existe, parce que c'est la première. Elle est la résultante des premières personnes qui ont marché sur la terre. C'est la pensée des premières personnes qui ont
pensé les tout premiers concepts scientifiques qui ont été après récupérés, qui ont été volés par cette frange de notre humanité, de notre progression, ce qu'on appelle les leucodermes, qui sont revenus par après avec ces mêmes sciences, après avoir récupéré sur le continent tout ce que nous avons pu produire de plus puissant, de plus extraordinaire, que ce soit en spiritualité, en partant de l'Égypte ancienne, tout en descendant dans les royaumes africains, grâce à l'anthropologie, ils ont récupéré la sève, la substance la plus puissante de notre continent. Voilà pourquoi nos objets d'art, nos masques, nos objets spirituels se retrouvent encore dans les musées occidentaux. Et cela est suffisant pour faire comprendre aux Africains que nous sommes et nous resterons toujours la puissance, la grande puissance. Et aujourd'hui, devant le marasme que l'Occident connaît, devant le marasme, disons, la crise scientifique que l'Occident connaît, l'Occident a besoin que l'Afrique se révèle encore, que les Africains retournent encore dans leur inventivité, leur créativité pour ouvrir de nouveaux champs, de nouvelles dimensions, de nouveaux horizons pour que l'humanité puisse avancer. Voilà. Donc, on ne va pas laisser faire, se décourager, se déconcentrer par quelques frères ou sœurs africains qui croient que le continent, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent se servir comme les colons, comme les impérialistes font. Ça, on le voit, on le découvre très vite. Cet esprit-là, c'est pas Ubuntu. Cet esprit-là, c'est pas Kama. Et ça, on se dit très 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 sincèrement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et ma recommandation, mon conseil à nos frères togolais devant la crise qui est en train de se faire, d'abord, c'est pour dire que c'est bien que cette crise-là soit mise à jour, qu'ils expriment au monde panafricain leur mécontentement par rapport à certains frères africains et justement qu'ils laissent cette conférence se tenir et qu'au cours de cette conférence se tienne ce que nous appelons en Afrique l'arbre à palabre et qu'on asseye ces individus pour leur notifier le mécontentement que nous avons de voir comment ils se comportent parce que ce qu'ils font, c'est pas du panafricanisme. C'est pas du panafricanisme. En passant, je voudrais aussi lancer un appel tout à fait vibrant aux autorités du Burkina Faso parce que à travers le travail que nous sommes en train de faire grâce à la coaphrologie, le Burkina Faso émerge comme une terre dans laquelle nous voyons la possibilité de créer notre centre, notre école de formation africaine pour justement préparer la renaissance africaine et aussi le nouvel ordre africain mondial. Comme ça, le Burkina Faso pourra se présenter comme un laboratoire scientifique pour préparer justement l'Afrique devant les échéances qui sont les échéances importantes du moment, c'est-à-dire la Renaissance africaine. Justement, il faut qu'on travaille cela. La Renaissance africaine qui a été promue par Thabo Mbeki, Nelson Mandela et puis le révérend pasteur comment est-ce qu'il s'appelait encore vous voyez de qui je parle, le révérend pasteur sud-africain. Donc, cette renaissance-là n'a pas beaucoup été promue, elle n'a pas connu un grand succès parce que justement, il faut se le dire, l'Afrique en ce temps-là n'avait pas une science particulièrement axée pour la renaissance africaine et le nouvel ordre africain mondial. Parce que la coaphrologie, c'est la restauration, c'est la justice, c'est l'ordre, c'est la dignité, c'est tout ça.
pour que justement l'Afrique retrouve sa place, qui est sa place dans le monde. Donc, une fois que vous avez compris ce que c'est que la coiffrologie, qui est cette force de souverainisation de tout le continent à travers ce que nous avons créé, qui s'appelle le coiffro, le global coiffro, ou alors le coiffro, c'est-à-dire le nouveau monde africain contemporain qui émerge de ce que nous appelons l'alternativationnisme. L'alternativationnisme, c'est une nouvelle, disons, doctrine africaine qui nécessite que, devant les obstacles, devant les situations rendues caduques par les implications des impérialistes sur le développement, l'évolution des pays africains, nous trouvons des alternatives. Et ces alternatives-là, parmi les alternatives, nous avons justement le Global Coiffro, qui est le monde africain contemporain, la nouvelle nation-communauté, comme vous voulez, la confédération virtuelle, mais qui va bientôt être effective. Et nous voulions commencer les travaux de ce projet au Burkina Faso, parce que nous trouvons que le Burkina Faso est moralement, idéologiquement, à même d'abriter ces institutions, les nouvelles institutions du nouveau monde africain contemporain. Et sur cela, nous faisons confiance au président Ibrahim Traoré parce qu'il a un discours qui adhère déjà, qui épouse déjà avec cette réflexion coiffrologique qui est justement une nouvelle ouverture, un nouveau départ pour l'Afrique, pour justement que nous ayons une vraie renaissance et nous pallions ainsi de cette façon aux grandes difficultés qui ont été imposées à l'Union africaine qui existe aujourd'hui et aux autres institutions africaines qui existent. Alors, de cette façon, de ce point de vue, nous aurons à travers et à partir du Burkina Faso des institutions alternatives pour être les nouveaux catapulteurs, des nouveaux propulseurs de l'Afrique, que ce soit spirituellement, que ce soit politiquement, que ce soit économiquement, nous allons avoir à travers les travaux qui vont être faits dans l'école ou alors l'institut qui va être créé bientôt au Burkina Faso, des modèles qui vont émerger pour justement faire avancer scientifiquement notre continent. Voilà, l'appel est lancé. Nous avons envoyé des correspondances déjà aux autorités des ambassades du Burkina Faso qui se trouvent à Bruxelles en Belgique. Nous n'avons toujours pas encore reçu de réponse. Pour tous ceux qui auront ce message de ma part à travers ce live, je vous en prie de faire circuler ce message auprès du président Ibrahim Traoré, avec qui nous espérons bientôt avoir des discussions ouvertes pour justement parler de cette nouvelle proposition qui dessine de cette façon le nouveau leadership africain dans notre coiffro, le monde africain contemporain, qui est notre univers dans lequel on trouve les Taos, les territoires africains d'outre-océan, les Africains et Africains descendants. C'est le grand défi que nous ont laissé que ce soit Kwame Nkrumah, que ce soit Marcus Garvey, aujourd'hui, en ce 21e siècle, grâce aux nouvelles technologies, disons, numériques et puis digitales, nous sommes capables de réaliser ce rêve. Et ce rêve-là, grâce à la coiffrologie que nous étudions, nous le voyons comme quelque chose pour laquelle nous ne devons pas perdre du temps. Nous ne devons pas perdre du temps. Voilà pourquoi, si vous avez cette vidéo, si vous avez ce live, n'hésitez pas de le faire circuler jusqu'à l'autorité du président Ibrahim Traoré, que nous aurons vraiment le plaisir de pouvoir discuter bientôt. C'est vrai que nous sommes aussi en train de préparer une correspondance que nous envoyons à son adresse à partir de très bientôt, lundi prochain. Donc voilà, c'est donc fait pour maintenant.
et nous espérons avoir des suites le plus rapidement possible pour pouvoir amorcer ce travail de relocation de notre institut, de notre laboratoire de travail. Vous pouvez trouver nos travaux sur ce que nous faisons à travers academia.edu ou alors sur LinkedIn, sur linkedin.com par rapport justement au travail que nous faisons pour la Renaissance africaine et justement le nouvel ordre africain global. Je vous remercie pour nous avoir suivis et malheureusement, nous sommes en train d'arriver au terme de ce live et pour ceux qui n'ont pas pu le suivre de bout en bout, téléchargez-le et puis suivez-le et puis retenez ce qu'il y a de plus important, de plus essentiel. Voilà, le panafricanisme, c'est nous. Nous n'allons pas le laisser comme ça être frélaté par des tendances qui sont des tendances complètement... je veux pas dire ça, mais bon, on va pas le laisser passer à travers ce qu'il ne doit pas être. Le panafricanisme, c'est pas ça. Le panafricanisme, c'est l'arme, c'est la science qui doit nous amener d'abord à nous rassembler entre nous les Africains. À nous rassembler entre nous les Africains. Voilà pourquoi, devant le constat criard des clashs qui existent sur les réseaux sociaux, de la haine qui existe entre les Africains, entre les panafricanistes eux-mêmes, je propose, et le livre est prêt, si vous connaissez des maisons d'édition qui voudraient bien éditer, le livre est prêt sur l'auto-empathie, c'est-à-dire l'ouvrage s'appelle Philosophie et doctrine panafricaniste, justement en mettant l'accent sur l'auto-empathie entre les Africains et Africains descendants. Justement, après avoir constaté cette sorte de froid, une sorte de détachement, une sorte de déconnexion qui existe entre panafricanistes et panafricanistes. On ne peut pas construire une nation, on ne peut pas construire un monde si on ne réchauffe pas nos rapports, si on ne réchauffe pas nos relations, si on ne met pas des protocoles sur comment est-ce que nous devons nous occuper de nos pays. C'est pas normal. C'est pas normal que les gens se lèvent parce qu'ils ont l'art oratoire facile, ils se lèvent pour devenir des porte-paroles des autres pays africains. Alors que leurs propres pays ont besoin d'eux, ils n'ont jamais rien réussi, ils n'ont jamais rien fait de bon, à part ventiler comme ça des fausses révolutions. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça, il faut à un moment qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête pour que chaque pays qui maîtrise sa spécificité organise ses révolutions, crée ses changements. C'est comme ça. Il faut pas vouloir inventer des choses qui ne sont pas inventables. On fait un travail démoniaque, on fait un travail vampirique qui est au service des autres en fait. Donc il faut arrêter ça. Allez, on se dit au revoir et bon courage à vous. Et bien sûr, Ubuntu Kama. Le panafricanisme, c'est ça ou rien du tout. Allez, au revoir.